Moi, je voudrais tout simplement mettre l'accent sur comment les dérapages, comment le mot paysan a disparu à un certain moment pour laisser la place aux agriculteurs ou aux producteurs ou aux cultivateurs chez nous. Ce sont des moments importants à comprendre parce que, comme il l'a dit, partout dans le monde, ceux qui ont l'âme rurale, ceux qui sont dans les productions de la nourriture, ont tous la même manière de voir la vie et de travailler. Mais comme il l'a dit également, tout le monde a le droit d'avoir des avis sur nous, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Mais moi, j'ai voulu comprendre comment les paysans européens ont été phagocytés, manipulés et mis au pas, alors que les informations que j'ai avec les uns et les autres disaient que c'était pas ça un choix qu'ils ont fait. Alors donc c'est important de comprendre comment les choses ont dérapé. Moi je pense que la pénibilité du travail est un facteur important. Quand tout se faisait à la main, puis avec les tractions animales, c'était des moments très très pénibles. Et donc chaque fois que l'occasion permettait de souffrir moins physiquement et de respirer mieux, évidemment, la tendance c'est d'aller. Mais évidemment, on n'avait pas la possibilité de trop réfléchir sur ce que cela aussi va apporter comme problème. Et tout cela, je l'ai appris en Europe. C'est en 1982 que je suis allé pour la première fois en Europe. En France, dans un tout petit village, Saint-Maurice de Cazevieille dans le Gard. Quand je suis arrivé dans ce village, l'église est au milieu, évidemment, du village. Les gens passaient toute la journée ensemble. À part la couleur de peau, je me sentais vraiment en Afrique. Les clés des voitures passaient la nuit sur les voitures. C'était en 1980, donc vous voyez bien. Et quand je suis revenu 15 ans après, évidemment, ce n'était plus le cas. Mais ce que je voulais dire, ce que je veux dire du moins, c'est que chez nous, en Afrique, nous avons des réalités agroécologiques que vous connaissez tous. Moi, je suis dans le département de Koupantoum au centre du Sénégal. Nous avons, comme limon, nous sommes entre 30 et 40 centimètres. Quand je suis allé voir les paysans de l'île de France, qui étaient à 1 mètre, vous voyez bien déjà, nous, on a 3 à 4 mois de saison de pluie, évidemment en dents de scie. Et depuis 1973, nous avons 2 années assez bonnes, 2 années passables et 1 année mauvaise. Voilà. Donc, voilà les questions qui ont fait que nous sommes dans des situations très compliquées. Alors, la naissance du mouvement paysan, c'est parti évidemment des situations qui se sont imposées à nous. La première, c'était la grande sécheresse de 1973, où la réaction du monde a été de nous inonder de produits agricoles. Mais c'était une bonne opportunité pour l'Occident, parce que la PAC avait permis de payer pour produire, de payer pour surproduire, de payer pour stocker. Et donc, cette grande sécheresse a été l'occasion de vider les produits de la surproduction sur nous. Évidemment, qu'est-ce qui venait chez nous? C'est des produits qu'on ne connaissait pas bien et qui ont inondé les villages, les marchés. Et ça, c'était un aspect qui était très, très difficile. Mais il n'était pas possible de l'arrêter, étant donné que, avec la grande sécheresse, 60% des jeunes ont quitté les villages pour aller dans les villes et à l'extérieur. Donc, il y avait un manque de bras pour produire.
le peu qu'ils produisaient n'arrivait pas à vendre parce que tout simplement, les cadeaux du monde entier, PAM, et des bailleurs de fonds bilatéraux ne nous permettaient pas de vendre. Alors les quelques personnes qui sont restées ont commencé à se dire, mais est-ce que c'est ça qui va être notre avenir? Est-ce que nous allons continuer de vivre comme ça ou bien il faut qu'on réfléchisse? Donc les gens, certaines personnes ont commencé à réfléchir. Mais il y a eu également, et là il faut le reconnaître, à un certain moment, certains pays anciens colonisateurs, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre, ont interrogé les organisations professionnelles agricoles pour leur dire, dans une telle situation, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire aussi des choses? Voilà l'origine de la création de l'AFDI, CRIAS en Belgique, etc. Donc des ONG du Nord qui ont été mises en place par les organisations professionnelles avec l'appui des gouvernements, qui leur ont donné des financements pour d'abord aller faire la réalité de l'aide alimentaire dans nos pays, parce que entre les fonctionnaires européens et les fonctionnaires africains, les informations étaient biaisées. Donc quand ils sont venus, ils ont dit réellement que il fallait trouver d'autres manières d'aider que d'envoyer des bateaux pleins de produits, et souvent des produits qui n'étaient même pas bons. Et c'est là également que les questions de produits, pesticides, etc., interdits en Europe et qui arrivaient chez nous, ont commencé à surgir. Donc, l'AFDI, comme ses autres collègues qu'on appelle les agri-agences, d'autres organisations internationales comme Oxfam, etc., ont commencé à discuter avec les paysans qui sont restés dans les villages sur la manière dont ils voient les solutions à ce drame. Et c'est là où a commencé ce que je peux dire, les premiers groupements. Parce que nous étions dans un système de tout État. Dans tous les pays, en tout cas francophones, les gens étaient organisés du village au niveau national en coopérative, encadrés par des fonctionnaires. Voilà, c'était ça qui marchait partout. Et également, ce système était accompagné du paquet technologique que vous connaissez très bien. Donc, sur les produits évidemment d'exportation, principalement arachide, et riz dans certains pays, etc. Café, cacao, on n'en parle pas, ça n'a jamais bougé. C'était dans les mains de ceux qui les ont amenés chez nous. Alors, donc, ce paquet technologique qui était dans les mains des ingénieurs agronomes, parce qu'on ne peut pas parler des crises sans parler de cette race de personnes qui avaient la science et qui avaient été envoyées, appuyées, financées pour mettre tout le monde au pas. Il faut labourer, il faut s'aimer, il faut mettre tant de quantité à l'hectare. Tous ces ingénieurs, dans leur système de formation, ont appris que la terre vit, que la nature vit, et que ce qu'ils ont développé après leur formation, c'était tout simplement la destruction de la nature à petit feu. Et c'est là, nous devons avoir le courage de le mettre sur la table et de le discuter. Mais on ne peut pas régler le problème en ne touchant pas à ces dysfonctionnements. Et maintenant, pour dire que l'agroécologie va régler ça, moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Il faut un mea culpa de tous de ces fonctionnaires, de ces secteurs privés, et surtout des systèmes de formation. Dans les écoles d'ingénieurs, je ne sais pas quelle est la place qui est donnée à la vie du sol, à la vie des plantes, aux écosystèmes. C'est cette transformation du système de formation qui doit être le levier si nous voulons faire un changement de paradigme. Et donc, évidemment, nous, tous nos ingénieurs ont été formés chez vous. Et ça continue. Donc, on ne peut pas, et c'est là où je voudrais que Sophie voit bien ce qu'elle a dit. Elle a dit des choses claires. Mais il y a des moments où on ne peut pas
parce que nous, on n'est pas seuls dans notre affaire. Quand on demande l'aide de l'État, quand on demande l'accompagnement de l'État, nous sommes avec l'administration. Cette administration, comment elle est formée, quelles sont ses missions, quel mandat on lui donne, et ce sont ces questions qui ne sont pas compatibles avec nous, notre raison d'être et ce que nous pensons important. Alors moi, j'ai eu une petite chance, j'ai été aussi membre du comité économique et social de l'UEACP au moment où on préparait les ACP. C'était le commissaire Pinero qui était là. Alors, évidemment, Sophie l'a dit, il fallait créer des conditions pour que l'Union européenne puisse être conforme à ces engagements, les pays membres du moins, pour qu'ils soient conformes aux principes de l'OMC, et aussi pour permettre de s'ouvrir. Mais je pense, d'après ce qu'ils ont expliqué, cette ouverture, c'était pour que la communauté puisse avoir les mêmes règles pour tous les pays. Mais évidemment, les distorsions sont tellement importantes qu'on ne pouvait pas demander aux Polonais, aux Hongrois, d'appliquer les mêmes principes et les mêmes règles que les Français et les Hollandais. Bon, voilà. Donc chez nous, quand nous avons commencé à réfléchir, nous avons rapidement compris que nous avons 4 grands problèmes. Premier problème, les paysans étaient identifiés, étaient par d'autres. Voilà. Combien de paysans il y a dans le pays, c'est la recherche qui doit le dire ou bien les statistiques. Nous, on n'existait pas, comme elle l'a dit Sophie. Donc c'était le mépris de la dignité. Deuxième problème, c'est que si tu veux t'organiser, il y a un seul système, tu dois être coopératif. Donc il faut aller à l'administration pour que tu sois recensé coopératif. Troisième élément, le système de production. Pour pouvoir bénéficier du conseil agricole, il faut que tu acceptes le paquet technologique. Et le quatrième, c'est qu'évidemment, on n'avait pas de voix. Le chef de l'État recevait le patronat, recevait le syndicat. Jamais les 70% de la population. Voilà. Donc, notre combat, c'était d'abord qu'on reconnaisse que nous sommes des citoyennes et des citoyens, que nous ne sommes pas un sac à dos et que nous savons ce que nous voulons et comment nous voulons le réaliser. Et cela, évidemment, ça s'est passé. Mais nous avons compris, comme Sophie l'a dit, qu'on ne peut pas le faire au niveau de chaque pays. Et ça a trouvé également que l'organisation des communautés économiques s'est développée et nous avons dit il faut qu'on se mette ensemble. C'est ce qui a amené l'Europa. Et puis, dans l'Union africaine, nous avons créé PAFO. Donc, pour moi, pendant 4-5 ans, au moment où la PAC était dans ses beaux draps, nous nous sommes battus avec Copa Cogeca pour qu'on ait des réunions impossibles. FNCA et puis les grands là, les grandes là. Ils n'ont jamais voulu parler avec nous. Nous avons dit, les APE, c'est une question, il faut qu'on se réunisse pour en discuter. Ce que Sophie a dit aujourd'hui par rapport à la Pologne, etc., c'est ce qu'on voulait débattre. Ils ont dit niet. Jamais, ils n'ont jamais accepté de parler avec nous. Aujourd'hui, c'est pourquoi, mieux vaut tard que jamais, comme ils sont en train de goûter à ce que nous vivons depuis longtemps, eh bien, c'est pourquoi le président d'Europa vous avait adressé une lettre pour dire, mes chers amis, c'est bien, maintenant on peut parler.